Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Jour J pour les élections locales en Côte d'Ivoire. Plus de 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 13 octobre pour renouveler les mandats de leurs maires et de leurs conseillers régionaux. Le mode de scrutin pour les élections du 23 décembre 2018 alimente la polémique en République démocratique du Congo. La machine à voter est fortement contestée et aucun consensus n'a été trouvé entre la CENI et les candidats de l'opposition. Et après avoir été désigné pays hôte des Jeux Olympiques de la jeunesse 2022, l'heure est à la préparation pour le Sénégal. Un budget d'environ 85,6 milliards de francs CFA a été annoncé pour l'organisation de cette compétition. Jour de vote en Côte d'Ivoire, les électeurs sont attendus aux urnes ce samedi 13 octobre pour élire leurs maires et leurs conseillers régionaux. Un test grandeur nature avant la présidentielle de 2020. Le principal enjeu de ces scrutins est le taux de participation. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Fin de campagne électorale en Côte d'Ivoire. Du 28 septembre au 11 octobre, 684 candidats aux élections municipales et 88 candidats aux élections des conseils régionaux ont sillonné le pays afin de convaincre les électeurs à grand renfort de meetings, d'affiches et de caravanes. Place aux opérations de vote, mais auparavant, certains candidats demandent à la CEI, Commission électorale indépendante, d'être vigilante afin d'éviter toute contestation des résultats. Il y a des employés du maire candidat, le ministre Kafana, qui sont des responsables de haut niveau au niveau de la CEI locale. Il s'agit de Yopougon 1, M. Seyi Bitoua Émile. Il est chef d'état civil à la mairie annexe de Niangon. Il a employé du ministre Kafana. Nous doutons de son esprit d'équilibre au cours de cette élection. M. Koulibaly Yaya, il est directeur de cabinet en poste du maire Kafana à la mairie de Yopougon. Nous doutons également de lui. La CEI annonce avoir pris les dispositions pour que les opérations électorales se déroulent sans incident. L'un des enjeux du scrutin, c'est le taux de participation. Historiquement, ce taux a toujours été faible pour les élections locales. J'ai bien l'envie d'aller voter, mais j'ai perdu tous mes papiers, je n'ai même pas de pièces. Sinon, j'ai mon candidat que je veux voter, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire. Bon, les pointages, c'est bon d'aller voter parce que c'est pour arranger l'environnement. C'est mieux, c'est bon. Un bon citoyen doit voter pour arranger sa commune, quoi. 4 566 706 électeurs se rendent aux urnes ce 13 octobre pour élire les maires et présidents des conseils régionaux. Le scrutin est sécurisé par plus de 30 000 policiers, gendarmes et militaires. Quel mode de scrutin sera utilisé le 23 décembre en République démocratique du Congo? C'est la question qui divise la classe politique congolaise. La Commission électorale nationale indépendante et les candidats de l'opposition peinent à s'entendre sur l'utilisation des machines à voter. Une marche de protestation initiée par l'opposition est d'ailleurs prévue le 26 octobre. Adidjatou Badawi. L'usage de la machine à voter continue de faire polémique en République démocratique du Congo. L'opposition rejette cet outil qui, selon elle, n'est pas prévu par le code électoral et pourrait donner lieu à des incohérences dans le processus électoral. La loi électorale a prohibé l'utilisation du procédé électronique pour le vote. Deuxièmement, pour des raisons techniques, moins d'1% des Congolais maîtrisent l'outil informatique. Pour des raisons logistiques, cet outil a du mal à se faire transporter jusqu'à l'intérieur du pays dans les différents sites des élections. De plus, l'opposition congolaise demande à la CENI, la commission en charge du processus électoral, d'extraire au moins 10 millions d'enrôlés dont les empreintes digitales ne figurent pas dans le fichier électoral. Or, la CENI relève que l'extraction de quelques 16,6% des électeurs sans empreinte digitale pourrait altérer la bonne tenue des élections prévues pour le 23 décembre. Il y a des catégories de métiers pour lesquels les empreintes n'étaient pas disponibles, pour tous ceux qui font plus ou moins les travaux manuels. Il y avait aussi ceux qui étaient amputés et pour tous ces cas, la réglementation de la CENI
avait prévu que les présidents du bureau d'enrôlement allaient mettre ses propres empreintes. De son côté, l'opposition annonce 2 grandes manifestations, à savoir un meeting à Lubumbashi le samedi 13 octobre et une marche de protestation le 26 octobre à Kinshasa. Objectif, faire pression à la centrale électorale afin de recourir au vote manuel. Au regard de ces incompréhensions autour de la machine à voter, le Conseil de sécurité de l'ONU a invité les acteurs politiques à mettre tout en œuvre afin que ces élections soient crédibles et se tiennent dans un climat apaisé. La Guinée équatoriale célébrait ce vendredi 12 octobre le 50e anniversaire de son indépendance. Le président Teodoro Obiang Nguema Basogo a profité de l'occasion pour annoncer une grâce présidentielle en faveur de 81 prisonniers, parmi lesquels se trouve une trentaine d'opposants. Alors, signe d'ouverture ou véritable coup de communication? Élément de réponse avec Marcel Farba-Maroun. À l'occasion de la fête des 50 ans d'indépendance de son pays, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Basogo a annoncé via décret avoir gracié 81 prisonniers vendredi 12 octobre 2018. Parmi les bénéficiaires, on dénombre une trentaine d'opposants. Nous concédons la grâce aux personnes condamnées ou qui purgent leur peine pour délits contre le gouvernement, contre l'ordre public et contre les autorités constituées. Jesus Mitogo est l'un des prisonniers politiques ayant bénéficié de la grâce présidentielle. Ce membre du Parti citoyen pour l'innovation et unique député de l'opposition au Parlement avait été condamné en février 2018 à plus de 30 ans de prison pour sédition, désordre public, atteinte à l'autorité et blessures graves après des échauffourées qui ont eu lieu durant la campagne pour les législatives de novembre 2017. Il est possible pour le cas de la Guinée équatoriale que cela débouche sur une ouverture politique, mais à la base, je pense que ça a plutôt été initié pour faciliter le dialogue national de juillet dernier. C'était pour permettre à un certain nombre d'acteurs de prendre part à ce dialogue qui n'aurait pas été un dialogue si quelques composantes de la sphère politique nationale n'avaient pas pris part à l'instance. Et puis, il y a aussi les pressions subtiles de la communauté internationale qui s'était engagée à accompagner ce processus de dialogue et à le cautionner. Le 12 octobre 1968, la République de Guinée équatoriale avait obtenu son indépendance avec à sa tête Francisco Macias Nguema, élu en juillet 1970. Ce dernier sera destitué le 3 août 1979. Également dans l'actualité, le marché noir des produits pétroliers s'élèverait en moyenne à 133 milliards de dollars par an. D'après un récent rapport, le Nigeria se trouve parmi les 5 pays principalement concernés par cette contrebande. Le Nigeria perd 1,5 milliard de dollars par mois en raison des attaques sur les oléoducs dans le delta du Niger. Pour rappel, le volume de la contrebande de pétrole est principalement lié aux fluctuations des prix. Le Sénégal sera le premier pays africain à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. En effet, le 6 octobre, le pays a été désigné pays hôte de la 4e édition qui se tiendra en 2022. Un budget d'environ 85,6 milliards de francs CFA a été annoncé pour l'organisation de cet événement qui sera financé par le gouvernement sénégalais et par des partenaires privés. Marcel Farba-Maroun. 150 millions de dollars, soit environ 85,6 milliards de francs CFA. C'est le coût de l'organisation des 4e Jeux olympiques de la jeunesse d'été qui vont se dérouler au Sénégal en 2022. D'après le directeur des Jeux au CIO, Comité international olympique, Christophe Doubi, le financement se fera en grande partie par le gouvernement sénégalais, mais aussi des partenaires privés. Je crois que ce budget de 85 milliards sera trop juste quand même pour couvrir les infrastructures nécessaires, sans compter la mise en place d'un village olympique qui peut-être aussi avoisinera quelques petits milliards. De son côté, le CIO va apporter sa contribution sous forme de services et prestations. En outre, il prendra en charge tous les transports et l'hébergement des délégations. Je crois comprendre que nous attendons environ 5 000 athlètes accompagnés, peut-être un petit monde de 8 à 10 000 étrangers touristes qui, au-delà de la compétition, auront 2 semaines à 3 semaines de vécu au Sénégal, ce qui boostera naturellement l'ensemble des services locaux. Les Jeux olympiques de la jeunesse d'été se déroulent tous les 4 ans et réunissent quelques 4 000 sportifs.
Il s'agit d'une version des Jeux Olympiques d'été destinée aux personnes âgées de 15 à 18 ans. Après Singapour, la Chine et l'Argentine, ce sera donc la première fois qu'un pays africain accueillera cette compétition. À cette occasion, le Sénégal a choisi 3 villes pour abriter cet événement sportif, à savoir Dakar, Diamniadio et Saly. Dans le reste de l'actualité, plus de 800 enfants soldats ont été libérés dans le nord-est du Nigeria. Ils appartenaient jusque-là à la force d'intervention civile, une milice populaire formée en 2013 dans l'état de Borno qui combat le groupe djihadiste Boko Haram. Cette milice s'était engagée en septembre 2017 à cesser d'enrôler des enfants et à libérer les enfants qui combattaient dans ses rangs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.